Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle tranche de Prime Actu sur votre média Prime Radio sur Primes. Vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes en ligne, primeinfo.cd sur Facebook, sur Twitter et puis TikTok, Instagram. Nous avons reçu aujourd'hui pour vous Monsieur Doudou Lekata, il est coordonnateur des bénéficiaires et nous allons échanger autour de la table avec Madame Niki Dedeakwa, journaliste à primeinfo.cd. Niki, bonjour. Bonjour Yann. Et Monsieur Giscard Avril, rédacteur toujours à primeinfo.cd. Monsieur Giscard, bonjour. Bonjour Monsieur Rigen. Et moi c'est Rigen Shindano, comme vous le savez. Sans plus tarder, nous allons entamer le vif du sujet de ce jour, de tout ce que nous allons discuter avec Monsieur Doudou Lekata. Monsieur Doudou, on parle de bénéficiaire. C'est quoi bénéficiaire? Que faites-vous au sein de cette structure? En fait, merci beaucoup pour la parole, Monsieur Rigen. Bénéfutur, c'est une ASBL de droit congolais qui est née en 2017 dans la ville de Béni et qui a pour objectif l'accompagnement scientifique à notre système éducatif congolais. Et nous apportons aussi certains contenus, c'est-à-dire une formation complémentaire au système éducatif congolais. Alors, quand je dis accompagnement scientifique, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement essayer de donner des plateformes qui améliorent l'enseignement ici en RDC en se basant sur notre programme national. Et plus concrètement, ce que nous faisons, c'est que nous apportons des laboratoires aux écoles qui n'en ont pas et donnons des formations de mise à niveau aux enseignants afin qu'ils soient en mesure d'utiliser les matériels dans les domaines des STEM, ainsi de suite, tout ce qui est matériel didactique et améliorer les résultats finaux qui est nos diplômés, disons. Oh, donc vous fabriquez concrètement ces matériels didactiques ou vous les achetez? Alors ces matériels didactiques, nous ne les fabriquons pas. Ce qu'on fait, c'est que nous les achetons ailleurs. On observe comment est-ce que l'enseignement se passe ailleurs, sous d'autres cieux, en Europe, États-Unis, par-ci, par-là. Et on voit qu'est-ce qu'ils utilisent comme matériel, parce que la science, elle reste universelle. La chimie, c'est toujours la chimie, la biologie restera la biologie. Alors, on se dit, chez nous, comment est-ce qu'on étudie la chimie? C'est au tableau avec une craie et tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, par exemple, quelques Erlenmeyer, quelques réactifs et tout. Alors, ce que Bénéfutur fait, c'est qu'il va acheter ce matériel, il va équiper, concevoir un labo complet et les élèves viendront pour faire leurs pratiques. Ça, c'est pour le volet scientifique. Donc voilà, nous ne fabriquons pas ces matériels nous-mêmes, mais nous les achetons et pour équiper les labos. Ok, je ne suis pas le seul. Madame Niki, si vous avez une question, commence par vous. Apporter les laboratoires aux écoles, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est quoi apporter un laboratoire à une école? Est-ce que vous pouvez détailler, expliquer qu'est-ce que cela signifie? Oh, très bien. En fait, le projet est né d'abord d'une observation. L'observation, c'est que la majorité de nos écoles ici ne sont pas équipées en ce qui concerne des laboratoires des sciences en général, notamment anatomie, biologie, chimie, physique, informatique et tout ce qui va avec. Alors on s'est dit, ce qu'on peut faire, c'est que nous allons mettre en place un laboratoire pour que les élèves puissent venir faire des pratiques dans tous les différents domaines que j'ai donnés, chimie, physique, biologie, informatique, électricité, électronique, construction et tout ce qui va avec. En 2017, nous l'avons commencé dans la ville de Béni et les écoles venaient régulièrement faire des pratiques. Et à partir de 2019, on s'est étendu à Kinshasa. Il y a des écoles qui viennent pour faire les pratiques dans nos laboratoires, mais ça, ce sont des écoles qui sont à proximité. Okay? Alors, pour les écoles qui sont éloignées, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous organisions à l'époque des descentes. Donc, nous allons prendre un lot de matériel. Nous allons dans une école X de la périphérie de Kinshasa et nous allons travailler avec les élèves et nos encadreurs. Et à partir de 2021, au lieu de faire ces expéditions avec des bus que nous louons et tout, nous avons mis en place un nouveau type de laboratoire qui est un laboratoire mobile. C'est carrément un bus qu'on a pu équiper et qui nous sert de laboratoire modulaire où on peut enseigner à l'intérieur la biologie, l'informatique et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu ce que j'ai dit quand je parle en termes de laboratoire. Ok, je prends l'exemple de la coupe et couture.
Si vous devez aujourd'hui enseigner par rapport scientifiquement à un élève de la coupe et couture, par rapport à ce que vous proposez, donc, qu'est-ce que vous pouvez lui donner? Alors, en fait, ce que nous donnons, c'est un laboratoire des sciences. La coupe et couture, ce n'est qu'une des sciences parmi tant d'autres. Et dans le programme de coupe et couture, j'espère, ils ont la chimie. En fait, ils ont les cours d'informatique, ils ont les cours de français, ils ont les cours d'anglais et tout. Alors, ce que nous allons apporter à ces élèves de coupe et couture, c'est que dans nos laboratoires, nous avons des bibliothèques aussi qui sont là, qui peuvent les aider pour faire leurs recherches. Et je ne sais pas si, par rapport à notre programme, il y a déjà les dessins, par exemple, assistés par ordinateur, où ils peuvent faire leur modèle, leur conception. Mais étant donné que nous donnons, soit nous leur mettons à disposition un laboratoire d'informatique qui est équipé de différents logiciels, c'est toujours possible pour eux, par exemple, de faire leur modèle, leur conception et tout. Mais le domaine proprement dit, c'est-à-dire les machines à coudre et tout, jusque-là, nous n'avons pas encore abordé cet aspect. Ok, merci. Je remets la parole à Regan. Oui, ok. Directement, moi, j'ai la réponse à M. Giscard. Merci, Regan, pour la parole. Mais je voudrais savoir, M. Doudou s'est présenté, il a parlé de Béni Futur, qui a commencé dans la ville de Béni, c'est à l'est de la RDC. Mais ici, à Kinshasa, vous êtes domicilié où? Parce que c'est ça que nous devons savoir. Les gens qui veulent vous contacter, ils vont vous rencontrer où ça? Ok, ici à Kinshasa, notre domicile, c'est au niveau sur l'avenue de la Science. Je parle des domiciles au siège. Hein? Oui, c'est-à-dire le siège de Béni Futur. Okay. C'est sur l'avenue de la Science, numéro 5, au sein de l'école qu'on appelle IPG. C'est connu de tous, vers Izipa Chaoumba. C'est là où il y a notre siège pour l'instant. Ok. Béni Futur, comme vous l'avez su présenter ici, c'est une ASBEL de droit congolais. Vous êtes à Kinshasa après avoir été dans la ville de Béni. Et vous proposez quoi exactement en dehors du fait que vous avez un laboratoire mobile? Vous allez vers les écoles, mais ceux qui viennent vers vous, ils peuvent apprendre quoi comme spécialité ou comme filière ou module que vous avez comme contenu? Ok, je vais un peu éclaircir les choses. Nous avons pour rôle l'accompagnement scientifique. Et dans cet accompagnement scientifique, il y a aussi le technique qui va avec. Au niveau scolaire, il y a un programme national qui existe déjà, qui a été établi par le ministère de l'Enseignement, modifié ou soit amélioré par le programme PEC-PESU. Et ce programme-là, qui est enseigné à nos élèves, il y a un sérieux problème qui est le manque de matériel didactique. Il y a le deuxième problème qui est le manque des enseignants qualifiés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous apportons du matériel qui permettra aux écoles, aux élèves, d'avoir le matériel didactique nécessaire pour leur formation. Mais ces enseignants-là, qui ne savent pas utiliser ce matériel, parce que c'est du matériel nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous les recyclons en même temps. Nous allons recycler l'enseignant afin qu'il sache utiliser ces matériels pour son cours. C'est de manière vraiment générale, y compris même les Français, y compris la géographie. De nos jours, il y a moyen d'enseigner les Français, les mathématiques, la géo, l'histoire, avec des outils appropriés pour inciter l'attention de l'enfant et qu'il puisse mieux comprendre. Ça, c'est par rapport au programme national. Alors, nous nous sommes rendus aussi compte que ce programme national, il y a d'autres éléments qui ne sont pas inclus dans notre programme. C'est-à-dire le niveau, par exemple, d'informatique qui est enseigné à nos enfants dans le cursus, nous estimons qu'il manque 2-3 éléments. Mais comment on peut résoudre ce problème? On ne saura pas aller demander qu'on puisse changer le programme national d'enseignement du cours. Alors, par rapport à ça, nous donnons des programmes complémentaires, c'est-à-dire un programme qui est conçu par nous, mais qui est inséré ou soit enseigné sous forme d'activités parascolaires ou soit de cursus tierces. Et sur cet aspect-là, nous nous sommes beaucoup plus centrés ou focalisés sur la robotique, le coding, la conception des jeux vidéo et autres dans le domaine du numérique. Alors, par rapport à ça, il y a des écoles qui, si l'école a notre accompagnement, on a aussi la possibilité d'insérer ces leçons ou ces matières dans les programmes des écoles. Et
pour tout autre parent ou toute autre personne qui veut aussi que son enfant puisse s'initier dans ce domaine, la robotique, ainsi de suite, peut venir et s'inscrire dans nos différents cursus de formation que nous avons dans ces domaines dont j'ai dit. J'espère que j'ai donné un peu plus de détails. Oui, bon, merci. Vous avez donné quelques détails, mais ce n'est pas encore assez. Moi, je suis inspiré un peu par certaines questions. Vous dites que vous apportez ces suppléments didactiques aux enfants et aux enseignants. La tranche d'âge, c'est environ, j'ai lu quelque part, de 7 à 18 ans. Mais pour un enfant de 7 ans, comment arrivez-vous à assimiler cette formation-là? Comment arrivez-vous à... Parce qu'un enfant de 7 ans, on imagine un enfant de 7 ans, c'est encore un petit turbulent qui veut encore jouer. Comment est-ce que vous parvenez à mettre l'enfant à l'aise devant un ordinateur, par exemple, un gadget électronique que vous avez? Je vais vous surprendre en vous disant que l'imagination et la créativité des enfants est plus élevée que celle des adultes. L'adulte a plusieurs problèmes dans la vie qu'il doit résoudre. Il a très peu de temps pour son imagination. Mais l'enfant, il a une grande partie de sa vie. Il s'inquiète de quoi? Manger. Après avoir mangé, il fait quoi? Mais en concentration, moi, je parle. Il joue. Oui, je vais y arriver. Étant petit, déjà, tu vas remarquer qu'il y a des enfants qui font des petits véhicules, qui jouent avec, et qui font des bateaux, des avions. Ça signifie que ces enfants ont déjà une forme d'imagination. Le seul problème, c'est que lorsque l'enfant est en train de faire ses formes d'imagination, soit ses créativités, arrivé à un certain âge, ça ne lui sert plus à rien parce qu'il va devoir affronter les réalités de la vie. Contrairement, par exemple, au système ailleurs, comme en Chine, en Corée et tout, ils font en sorte que l'enfant puisse se concentrer dans des domaines qui, demain, lui seront bénéfiques. Je ne sais pas si on est ensemble. Oui. C'est-à-dire... Ça, c'est ailleurs, en Chine. Exactement. Et quand on voit les résultats aujourd'hui de ces enfants qui ont commencé à se concentrer, parce que pour eux, c'est comme un jeu. Quand un enfant est en train de travailler avec l'ordinateur, il est en train de jouer. Il devient même accro. Nous le voyons même dans des jeux vidéo et tout. L'enfant, il est accro. Mais à quoi lui servira le jeu vidéo après 10 ans? Presque rien. Alors moi, je suis allé sur base de ces observations. Je me suis dit, tiens, si aux États-Unis, en Chine, en Corée, ces enfants de 7 ans peuvent concevoir des composants électroniques, peuvent concevoir des circuits électroniques, des jeux vidéo et tout, qui demain, après-demain, s'ils développent ces skills-là, ça leur sera utile dans la société. Qu'est-ce qui manque à nos propres enfants pour faire la même chose? Vous voyez, c'est sur base de ce constat-là que j'ai commencé ma phase pilote qui était dans la ville de Béni. J'ai dit, qu'est-ce que ces enfants utilisent pour y arriver? Je vois en ligne, bon, voilà, il y a un kit Arduino, il y a un composant tel. Ce qui est bien, c'est que tous ces systèmes sont déjà standardisés et vous pouvez vous en acquérir. Alors, je me suis procuré ces matériels, j'ai fait un échantillon, j'ai pris quelques enfants, j'ai commencé à leur enseigner et c'était automatique. Dans moins d'une semaine, j'ai senti directement que les enfants interagissaient et je me suis dit non, je ne me limite pas là. On a organisé la première exposition où on a invité les parents qui étaient sceptiques au départ, que donc on va embrouiller nos enfants, ils sont trop jeunes, il faut les laisser étudier. Je leur ai dit non, venez voir ce que vos enfants ont réalisé. Et c'est que les parents et le maire de la ville de Béni ont remarqué ce jour-là, c'était le déclic, quoi. On se disait, non, ça c'est ce qui nous manquait pour que ces enfants puissent aussi casser ce complexe-là et qu'on arrête un peu avec ce mythe-là dont seuls les Européens, seuls les enfants de tels qui peuvent le faire, nous on ne peut pas. Et aujourd'hui, ce qui est né en 2017 est en train d'aboutir. Vous allez le voir ce samedi, nous avons une exposition. Vous allez aussi voir ces mêmes enfants congolais qui seront en train de réaliser des choses. Donc, depuis Benfiti jusqu'à présent, avez-vous déjà encadré combien d'enfants? Et puis je vais repasser la question. C'est un long parcours, en fait. Je crois nous sommes aux alentours. En ce qui concerne un programme, parce que nous avons un programme bien spécifique qui s'appelle la Junior Class. La Junior Class, c'est le programme là où on encadre les enfants en tout ce qui est robotique, automatisation, programmation, coding. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je crois nous sommes dans une centaine d'enfants déjà encadrés. Et ça sera la 3e exposition scientifique.
Et juste comme petite anecdote, c'est que en 2018, lorsque Ebola a frappé la ville de Béni, j'avais des enfants qu'on était en train de former dans l'électronique. J'ai donné à ces enfants un TP qui aura trait avec Ebola. Ils étaient au nombre de 6. Leur objectif, c'était de réfléchir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme solution. J'ai dit, bien, nous sommes en 2017. Et ce sont des enfants de quel âge? Ils avaient entre 8 et 12 ans, je pense, à l'époque. 8 ou 13 ans, quelque chose du genre, mais pas plus de 13 ans. Ces enfants ont réalisé le premier lave-main solaire sans contact. Et il y a des images, il y a des vidéos, vous allez voir. Ces enfants, c'était 6 enfants qui ont réalisé, parce qu'à l'époque, on devait laver les mains à tout moment pour se protéger contre Ebola. Mais le constat était que quand on vient laver, on touche la vanne, on se lave les mains, on ferme, on récupère notre bactérie germe et on va avec, vous voyez un peu. Alors ces enfants, ils ont réalisé en utilisant des composants électroniques qu'ils ont eu à utiliser pendant leur formation. Et tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est sur base des observations, des constats et des expérimentations. Et quand on voit les résultats qui reviennent en retour, ça nous donne vraiment confiance et ça nous donne la force de continuer. Moi, je voulais savoir, aujourd'hui, vous avez une estimation des centaines d'enfants encadrés. Est-ce que vous faites aussi la suivi? Est-ce que vous faites aussi le suivi pour savoir qu'en est-il de ces enfants? Oui. Où sont-ils? Que deviennent-ils depuis 2017 jusqu'à maintenant? Je vais préciser une chose. Lorsque je dis une centaine d'enfants, c'est par rapport au programme complémentaire. Souvenez-vous, je vais encore répéter, on a 2 orientations. Il y a l'accompagnement scientifique. En ce qui concerne l'accompagnement scientifique, c'est plus de 20 000 élèves qui sont déjà passés dans nos labos différents. Okay? Quand on va dans une école de 500 élèves, on va occuper les 500 élèves pour cette journée-là, chacun dans son domaine. Et maintenant, quand on parle des junior classes, c'est un programme dont les parents doivent s'approprier. Ce sont les parents qui nous amènent les enfants. Nous, on forme et on donne la suite. On dit, voici par rapport à cette formation, c'est que nous pensons, ensuite, il faudrait ça. Ce sont des formations courtes, 2 mois, 1 mois. Dans 2 mois, 1 mois, on ne peut pas tout faire. Alors, si les parents nous ramènent l'enfant, Dieu merci. S'ils ne nous ramènent pas l'enfant l'année prochaine pour diverses raisons, peut-être il n'a pas assez d'argent, il n'a pas assez de temps et tout, là, on n'y peut rien. Mais il existe un moyen, nous avons encore un contact avec ceux de Béni, parce que ça date un peu. Mais la 2e promotion de la junior class qui s'est faite ici à Kinshasa, nous avons gardé un contact permanent. Ils étaient au nombre de 7. 4 sont revenus pour la nouvelle formation qu'on vient de finir. Et les 3 autres ont eu certaines difficultés. Je pense un ont voyagé, et les 2 autres, on ne pouvait pas les récupérer. Et nous en avons 17. Cette fois-ci, ce que nous faisons, nous avons demandé aux parents de nous laisser accès aux enfants directement. Ce qui fait que pendant que les enfants seront en train d'évoluer avec leur programme scolaire, nous avons la possibilité de commencer à leur rappeler, parce que sinon ils vont oublier. Il vient, il fait une formation, il apprend des choses cool, et puis il rentre à la maison, il oublie tout. Alors, on demande aux parents de se procurer de ces kits, parce que ce sont des kits qu'on utilise. Si le parent peut acheter le même kit et l'enfant a ça à la maison, et dans le groupe que nous créons, les enfants posent des questions. Moi, j'essaie de faire ça, ça ne marche pas, et l'instituteur ou le tuteur, celui qui était le formateur, est toujours en contact avec eux pour continuer à résoudre des petites questions en attendant les nouvelles sessions qui arrivent. Et si, pourquoi aller chercher les enfants, que les enfants viennent chez vous? Pourquoi vous n'allez pas proposer, je parle que vous pouvez proposer au ministère de l'Enseignement, intégrer ça dans des écoles? Pourquoi ne pas intégrer ça directement au sein des écoles comme un système d'enseignement qui s'entre dans l'enseignement? OK. Alors, premièrement, on ne modifie pas un programme scolaire comme ça dans un pays. Il y a toute une norme. C'est une proposition que vous pouvez faire au ministère. Oui, je suis en train d'évoluer. Il existe déjà une proposition. Aujourd'hui, le programme que nous utilisons, il est outdated, c'est-à-dire il est déjà dépassé. Il y a eu une modification avec le programme PEC-PSU où on prévoit déjà certaines des réalisations que nous proposons. Mais le problème, c'est que il ne sait pas être appliqué parce que les écoles n'ont pas de matériel adéquat.
Ça ne servira à rien aujourd'hui que le ministère dise que je veux que mes enfants puissent apprendre, en fait, je veux que les enfants apprennent l'intelligence artificielle et qu'on est en mon coteau, l'école n'a jamais vu d'ordinateur. Vous voyez un peu. Et c'est par rapport à tout ça. Donc, ces écoles qui bénéficient de notre accompagnement, ces écoles-là peuvent insérer ces contenus. Et au moment où je vous parle, il y a maintenant 2 écoles ici à Kinshasa qui, eux, n'ont pas voulu emmener leurs élèves pour faire la pratique chez nous ou nous commencer à aller chez eux de manière ponctuelle. Ils ont plutôt préféré que nous puissions les équiper localement. Donc, qu'ils aient un laboratoire à eux. Maintenant, à partir de ce laboratoire, ils peuvent maintenant insérer, vous voyez, insérer le programme de la junior class comme un programme d'accompagnement. Alors, je vais taire le nom de l'école pour l'instant, mais sinon, il y a déjà 2 écoles qui vont insérer ce programme de junior class allant de première primaire jusqu'à la 8e. Donc, l'enseignement de base, les enfants qui sont dans ces écoles vont déjà commencer à suivre ces formations. Et c'est vous qui allez assurer cette formation Cette continue? formation-là est assurée par nos encadreurs de manière continue. Et ce qui veut dire que Béni Futur a la capacité ou la possibilité, si une école sollicite, d'équiper son laboratoire. C'est exactement ce que nous cherchons d'ailleurs. Okay. Nous cherchons des écoles avec qui nous allons faire des partenariats pour, premièrement, leur doter du matériel dans toutes les sciences dont je vous ai donné ici. Une fois le matériel est là, nous cherchons les encadreurs pour recycler les enseignants parce que c'est une charge. On ne peut pas prendre tous ces cours sur nos épaules, il faut payer les encadreurs et tout. On peut accompagner l'école pendant 1 année, 2 ans. Dès que les enseignants sont assez outillés, ils ont le matériel, ils ont le contenu et ils ont notre programme de junior class, ils peuvent prendre même la relève sans nous et évoluer de manière autonome. Donc nous avons cette capacité-là aujourd'hui d'équiper 1, 2, 3, 4 entreprises ou soit 4 établissements scolaires et insérer ce programme. Ok, j'ai une autre question. Ok, vas-y. Vous parlez de la junior class. Je voudrais dire à mes confrères ici présents que moi j'ai eu la chance de visiter vos locaux. Merci. J'ai vu que des enfants réalisaient, par exemple, le système d'alerte lorsqu'il y a de l'incendie, par exemple, tout comme les contrôles du mouvement d'un apprenant de sa famille à l'école. Oui. Voilà. Voulez-vous nous expliquer comment ça se passe? Et les gens qui vous suivent, ils peuvent aussi être captivés ou captés par ça. Alors, nous allons parler de la junior class. D'abord, parlons de la junior class. C'est ce qui est intéressant. Alors, la junior class, c'est un programme dont je vous ai dit, où nous donnons un complément. On se rend compte qu'il y a tel domaine qui manque dans notre système. Nous ajoutons comme un complément éducatif. Alors, la junior class, c'est un programme que nous donnons souvent pendant les vacances. Nous avons les vacances de Pâques, vacances de Noël et les grandes vacances. La particularité est que pendant les grandes vacances, nous avons 2 mois entièrement où les enfants sont à notre disposition. C'est là où on donne un peu le gros lot. Et pour cette année 2023, nous avons eu 17 apprenants. Dans les 17 apprenants, il y avait ceux qui étaient inscrits au programme de la gamification, qui est un programme où les enfants apprennent à faire des jeux vidéo, comme des jeux vidéo normal, gaming. Et il y avait le deuxième cursus, c'était celui de la robotique, où les enfants apprennent comment fonctionne un robot, concevoir des systèmes robotisés, systèmes automatisés et tout. Et le troisième programme, c'est celui de la conception des systèmes intelligents. Du genre, vous vous rapprochez auprès d'une porte, elle s'ouvre, soit il y a l'incendie quelque part, les pompiers sont alertés et tout. Vous voyez? C'est ce qu'on a enseigné à ces enfants. Et le lot des enfants qui sont venus, le lot d'enfants qui est venu pour ce programme était de 6 à 18 ans. Après la formation, on a demandé à chaque enfant de donner une idée. Après ce que tu as appris, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire avec de manière utile pour la société? C'est ainsi que nous avons eu, je pense, 5 projets. Les 5 projets, ceux de la robotique étaient unanimes. Ils se sont dit, nous allons faire un véhicule électrique, étant donné que c'est ce qui est en vogue et tout.
Avec le peu de fonds que nous avions, on a pu mobiliser des fonds et on leur a donné ces capacités. Et ils ont réalisé un véhicule électrique qui est commandé à partir de l'empreinte digitale. Pour l'aspect sécuritaire et ainsi de suite. Ils vont exposer ça à l'exposition qui est ce samedi, la SciTech 2023. Le deuxième groupe, ils ont travaillé sur un système de prépaiement et de traitement d'eau potable. C'est un kit, un vending machine pour de l'eau et qui résout le problème des bouteilles en plastique ou des sachets d'eau. Donc c'est une machine qui sera placée dans des lieux publics. Vous venez avec votre carte RFID, vous placez la carte si vous êtes abonné, vous déterminez la température d'eau que vous voulez. Le système va prendre la quantité selon votre facturation, va vous facturer, va refroidir de l'eau pour vous, vous buvez votre eau avec des gobelets en papier et vous jetez, c'est bon. Le troisième groupe a travaillé sur un système de présence des élèves dans une école. Donc, ils se sont dit, voilà, on va combattre un système d'école buissonnière. Quand l'élève arrive, il a son badge, il présente son badge, ça va signaler que l'élève est arrivé et ça envoie un message aux parents que non, ton enfant vient d'arriver. Et quand il rentre à la maison, la même chose. Le quatrième groupe a travaillé sur un système... Donc, la même carte va signaler automatiquement ou doit encore présenter ça dans un dispositif? Il y a un dispositif qui est le récepteur. Alors, si l'enfant ne présente pas la carte, par exemple? Si l'enfant ne présente pas la carte, il y a un système de secours qui est, par exemple, un mot de passe. Il devra saisir un mot de passe, mais on privilégie la carte parce qu'ils peuvent se transférer le mot de passe. Moi, je ne serai pas à l'école aujourd'hui. Mon ami saisit pour moi le mot de passe. Vous voyez un peu? C'est sécurisé. Voilà. Et à la longue, ils peuvent même améliorer, aller jusqu'à ce que ça puisse faire la reconnaissance faciale. Ce sont des modules qu'ils ont déjà utilisés pendant la formation. Ils savent utiliser un lecteur d'empreinte digitale. Ils savent utiliser. Alors maintenant, il faut rassembler tout ça pour produire quelque chose d'utile qu'on peut maintenant utiliser. Alors, le quatrième projet que je disais, c'était un système d'alerte contre les gaz. Ce n'est pas seulement l'incendie. C'est qu'ils ont travaillé sur un système qui, lorsqu'il y a fuite de gaz dans votre maison, par exemple, ce n'est pas un incendie. On n'a pas besoin d'appeler les ambulanciers pour ça, ou soit on n'a pas besoin d'appeler les pompiers pour ça. Il va juste t'envoyer un message et te signaler que non, j'ai remarqué qu'il y a fuite de gaz, tel type de gaz, et notamment on a travaillé sur le butane et le méthane. Et sois prudent. Quand tu arrives à la maison, ouvre la porte, n'allume rien d'inflammable. Si c'est l'incendie, ils ont combiné deux choses, la fumée et la température. Lorsqu'il y a une forte fumée et une forte température, donc c'est l'incendie. Là, il va t'envoyer un SMS et il va directement appeler les services des pompiers. Et ça, c'est réalisé par des enfants de 8 ans. Imaginez. Ça, c'est applaudi. Ok, c'est intéressant. Rigel, excusez-moi. Vous avez assez de matière parce que vous étiez sur les lieux, c'est normal. Encore. Je suis en train ici, tous nous sommes en train d'apprendre de M. Doudou. Et s'il vous plaît, dernier, parce qu'il va se fâcher si je ne parlais pas de lui. Le dernier groupe, ils ont travaillé sur un système d'arrosage automatisé. C'est un système d'arrosage goutte à goutte. Alors, vous avez posé la question, qu'est-ce que nous faisons de ces enfants après la formation? Ceux qui ont travaillé sur le système d'arrosage automatisé étaient là à la formation de la junior class de l'année passée. Ils ont travaillé sur leur système et ils sont revenus aujourd'hui, ils ont dit non, nous on va pas faire un autre système. On veut seulement améliorer notre système qu'on avait déjà fait l'année passée. Walter Mukendi et son frère. Alors, ils ont travaillé sur un système d'arrosage goutte à goutte et sur un système d'agriculture à hauteur. Vous voyez, on peut cultiver un champ de manière à occuper le plus vaste espace possible, mais on peut aussi cultiver un champ de manière à on superpose nos cultures. Alors, il a travaillé sur ça, et en tout cas, ça c'est un génie pour moi. C'est généralement dans des régions montagneuses qu'il y a ce système-là. Avec ce qu'il a fait, même à votre balcon, vous pouvez planter les haricots désorbés. Ah bon? Vous pouvez planter les haricots sur votre balcon, les tomates et tout. Il les a vous allez voir avec des bouteilles en plastique comme ça, il va mettre du sable dedans, il plante et il fait passer sa tuyauterie et le système est en train d'observer deux éléments, l'humidité et la température. Il ne faut pas arroser parce que l'eau qui sera versée est chaude. La plante ne consomme pas de l'eau chaude. Vous voyez? Quand vous versez de l'eau chaude à la plante, elle va la tuer, soit elle ne va pas donner le bon rendement. Voilà pourquoi elle a combiné. Le système ne se déclenche que lorsque la température et l'humidité, et ça ne donne pas une grande quantité. Ça donne juste la quantité nécessaire pour la plante.
Ok. Et on économise ainsi de l'eau. Voilà. Donc vraiment, c'est un génie. Et... Oui, nous avons eu à travailler un article sur lui. Oui. Donc, D'où, à entendre ce que vous nous révélez là, c'est très fascinant, c'est très capital pour l'éducation des enfants. Je pense que les parents qui nous écoutent, les décideurs au niveau national, tout comme local, doivent s'en imprégner, mais non seulement s'en imprégner, mais aussi s'en saisir pour que ça soit une réalité au quotidien des Congolais. Cependant, le système ou l'enseignement tel que vous l'organisez est en train de décomplexer un peu les enfants congolais ou les apprenants congolais par rapport à ceux qui sont au nord de même âge que ceux du Congo et qui hier ne pouvaient pas arriver à ces genres de réalisations. Est-ce que vous êtes soutenu? Qui vous soutient? Qui est derrière vous? Ça, c'est la bonne question. En fait, depuis notre existence, jusque-là, nous n'avons encore reçu aucun soutien. Quand je dis aucun, c'est vraiment aucun dans le sens propre du terme. Tout ce que nous faisons ici sont des efforts personnels. Mais il arrive que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Oui. Et l'essoufflement, des fois, on sent. On se dit, bon, en tout cas, je suis essoufflé. Mais Dieu va donner encore la force et tout. Le 100% de ce que nous faisons, c'est soutenu par ma propre poche. et d'où est-ce que vous tirez ces fonds? De mon salaire. Il n'y a pas de bon, par exemple, pour accéder, parce que vous aviez dit quelque part au début que non, vous apportez des formations continues et de l'autre côté, vous apportez un accompagnement sur l'éducation. Alors, pour y accéder à cette formation continue, y a-t-il des modalités? Voilà, exactement. C'est une très bonne question. Alors, pourquoi est-ce que je préfère qu'on puisse en parler? La formation qui vient de se terminer, les parents ont payé $150 par enfant. N'est-ce pas? Alors, quand on a 4 enfants qui vont faire une formation, ça fait $600. Et cette formation, une fois l'an. C'est pour toute l'année ou quelques mois? Non, ils sont venus juste pour faire 2 ans. C'est-à-dire, on n'aura plus cet argent. La deuxième année. Il faut une autre année pour encore organiser. Pour le véhicule solaire, par exemple, nous avons déjà dépensé près de $1,500. Voilà, non, les parents nous ont payé 600. On a dépensé plus de 1,500. Et nous devons payer les encadreurs qui forment ces enfants. Vous voyez? Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore cet engouement et il n'y a pas encore cette attraction. Voilà pourquoi je dis, le système jusque-là est en train d'évoluer avec les efforts personnels. Ces efforts arriveront à un moment donné, ils vont commencer à se rétrécir et jusqu'à arriver au niveau de s'arrêter. Il faut espérer. Et une anecdote, par exemple aujourd'hui, ce n'est pas sans sacrifice que nous le faisons. Des fois, ce sont des combats sérieux avec mon épouse. Voilà. Vous voyez? Oui. Parce que l'épouse, elle se dit, voilà, l'ami est allé en congé, en famille et tout. Ils ont dépensé combien? 12, 10 000 et tout. Et elle regarde en banque, elle voit les sorties d'argent pour béni futur. Au-delà des 12 000, qu'est-ce que ça a rapporté? Rien. Alors qu'on aurait pu aller en congé, par exemple. Vous voyez? Ce genre de pression, ça naît un peu partout. Il y a ces pressions au niveau de la famille, la pression personnelle d'abord, on voit l'investissement, on se dit on aurait pu faire autre chose et tout. Mais étant donné qu'il existe encore une certaine passion en nous, voilà pourquoi vous voyez, nous résistons encore, on continue à se battre. Mais on essaie de demander de l'aide à quiconque le veut, le gouvernement. Comme là, tout de suite, on a un problème d'espace, par exemple. Vous avez été à notre siège, vous avez vu l'espace, il est tellement petit. Oui. Et maintenant, on a même certains problèmes avec le bailleur. Nous devons chercher où aller ailleurs. Et une structure comme celle-ci, qui est en train d'aider énormément, demain après-demain, vous ne soyez pas étonnés, non, par exemple, nous avons fermé par simple manque d'espace. Il y a eu un conclave tout récemment à Kinshasa, qui s'est tenu à Kinshasa, un conclave de scientifiques, où il y a eu, entre autres, des génies, voilà. Il y a eu, entre autres, des expositions, des innovations, parce que ce que vous amenez, c'est une innovation au niveau de l'éducation. Est-ce que avez-vous postulé? Parce que dans ces conclaves-là, il y a eu des financements, il y a eu des soutiens du gouvernement. Est-ce que vous, personnellement, avez-vous postulé à cela ou vous êtes resté à l'écart? En fait, premièrement, il y a un souci. Le souci, c'est celui de la communication.
J'ai appris qu'il y avait ce conclave pendant qu'il était déjà en train de se passer. Ont-ils communiqué? Je ne sais pas. Ont-ils fait de leur mieux? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent communiquer ou faire semblant de communiquer. Je vais poster quelque chose sur ma page Facebook. J'ai communiqué, mais à qui? Juste aux personnes qui sont amis et autres. Mais nous autres, on n'a pas été informés de ces conclaves. Avec tout ce que je vous ai dit ici. Ça s'est passé à la télé, à la RTNC, ça s'est annoncé partout. J'ai une équipe de 6 agents chez Béni Futur. Et moi, je vis aux États-Unis. Même si moi, je n'ai pas vu, quand même, l'un de mes agents pouvait voir. J'ai des amis, j'ai des collègues qui pouvaient ne fût-ce que voir et dire « Ah non, mais Doudou, ça, tu peux postuler. » Mais je vous informe que je n'ai pas eu l'info. Ce n'est pas qu'on n'était pas prêt. Vous avez été chez Béni Futur, vous avez vu notre bus laboratoire. Exactement. Rien que ce bus, c'est déjà un projet qu'on pouvait présenter. Et ça, ce n'est pas un prototype. Ça, c'est un modèle qui est déjà prêt. Vous voyez, ce n'est pas du genre, non, voilà, je présente ça, si vous me donnez un peu d'argent, j'achève le projet. Je vais achever. Non, ce bus-là, il est déjà Produit fini. opérationnel et produit fini. J'y étais même dedans, je suis monté. Oui, mais comment est-ce qu'un projet pareil pouvait ne pas être apprécié? Mais il n'a pas tout simplement été présenté parce qu'on n'était pas informé. Ok. Si vous avez d'autres questions. Vous parlez de problème de la communication, là, venant d'autres personnes, mais j'aimerais vous poser la question par rapport à vous-même. Aujourd'hui, vous n'avez pas assez d'engouement des enfants qui viennent solliciter pour ces formations. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est un problème de communication venant de votre part? Je ne sais pas vraiment conclure, mais tout ce que je pourrais dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà contacté 263 écoles à Kinshasa. Lorsqu'on lance le programme de junior class, nous faisons une communication vraiment agressive. Les agents descendent dans chaque école, mettre des affiches, parler avec les élèves un à un. On organise des ateliers. C'est-à-dire, je ne sais pas, qu'est-ce qui manque encore dans la chaîne de la communication? Il y a des émissions à la télé, il y a des publicités dans les réseaux sociaux et tout, mais le résultat, il est tel qu'il est. À la radio, si vous limitez seulement la télé? Nous le faisons, bon, à la radio locale, on ne l'a pas fait pour cette session passée, mais si on a touché plus de 30 000 personnes et on récolte 17, soit le produit n'est pas encore très bien compris, soit nous pensons encore que ce n'est pas vraiment du sérieux. Et voilà pourquoi nous organisons ces expositions telles que celle du samedi, la SciTech, que les gens puissent venir voir, ah bon, mon fils a raté, il n'a pas participé à cette formation, mais voilà ce que les autres ont fait, vous voyez. Vous voulez ici préciser le lieu où il y aura cette exposition? L'exposition aura lieu au collège Boboto, okay. Au centre culturel Boboto, à la Gombe ici. Ça sera ce samedi ici, le samedi 2 septembre 2023. À partir de 12h30, on sera là avec les enfants et leur réalisation. Et c'est ouvert d'accès. Quiconque veut venir voir. Les enfants vont présenter, défendre leur projet. Il y a des assistants des universités qui seront là comme membres du jury. Okay. Après la défense, nous laissons à la population l'accès à poser des questions. Chaque enfant sera derrière son travail. Vous passez, vous testez, vous posez des questions. Et pour qu'on ne puisse pas penser que c'est un make-up ou soit, vous allez être en contact avec les enfants vous-même et vous allez voir ce qu'ils ont réalisé. Dernière question. Oui, parce qu'on tend vers la fin également. Oui, que vous avez mis en place comme moyen de communication pour vous atteindre. Des contacts. Oui, des contacts. Quand vous partez pour sensibiliser et qu'un enfant veut apprendre, il passe directement par vous ou au travers des écoles. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, étant donné que ces enfants sont des mineurs, normalement, nous ne devons pas passer directement par l'enfant. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans l'école, on donne le message, on donne les contacts. L'enfant va informer à ses parents. Les parents vont nous contacter. On va voir les modalités pratiques, comment est-ce que ça va se passer. Et dès que c'est OK, le parent va prendre la charge d'emmener l'enfant chaque jour à notre siège pour la formation et venir récupérer l'enfant. Donc voilà un peu comment ça se passe. Okay, vous voulez ici communiquer le numéro de contact des Béni Futur si vous l'avez en tête bien sûr, le meilleur moyen, ça serait d'utiliser le numéro WhatsApp parce que c'est pratique. Accessible. C'est le communiquer. +1
Oui. 682 313 92 72. Ça, c'est le numéro à l'international. Il y a aussi un numéro local, ici à Kinshasa. Je vais vous le communiquer. C'est le plus 243 85 85 00 993. Voilà. Ok, nous arrivons presque à la fin, nous atterrissons. Et également, c'est une occasion pour nous, notre boîte, également d'être en partenariat permanent avec vous. Nous espérons pour de plus en plus communiquer sur ce que vous faites. Parce que Madame Niki l'a évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a une communication continue pour vulgariser ce que vous faites, pour maintenir cette communication, parce que tout ce que vous nous avez présenté ici, c'est intéressant pour l'éducation de notre pays, pour nos jeunes enfants et pour les jeunes hommes et les jeunes femmes en devenir. Et je ne sais pas si, M. Giscard, vous avez votre ultime conviction de la fin et puis... Oui, c'est peut-être inciter les décideurs au niveau national, les dirigeants, le gouvernement central, tout comme tous les gouvernements provinciaux, parce que M. Doudou a dit ici que les projets, il voudrait l'étendre sur toute la République. Okay. Alors, si à travers toute la République, on a 30 centres comme ça, vous voyez qu'on aura résolu les problèmes de technicité partout à l'échelle nationale. D'où il faut que les gouvernements et les décideurs puissent s'approprier de ces genres de projets, soutenir, parce que un projet d'intérêt commun comme celui-ci ne devait pas être une affaire du promoteur seul ou d'une seule famille. Ça devait être quelque chose où la communauté nationale, tout dans son entièreté, devait s'approprier et soutenir afin que nos enfants puissent être décomplexés, non seulement décomplexés, mais puissent avoir des connaissances utiles pour pouvoir demain se prendre en charge. Monsieur Doudou, votre ultime conviction également pour atterrir. Je vais dire ceci. Il faut l'admettre, notre gouvernement a commencé à faire des efforts en ce qui concerne l'éducation. Aujourd'hui, vous avez, par le programme des 145 territoires, des écoles qui sont en train d'être construites. Vous avez le projet phare du président de la République qui est la gratuité de l'enseignement. Grâce à ce programme de gratuité de l'enseignement, nous avons plusieurs millions d'enfants qui sont rentrés à l'école. Mais ce programme de gratuité, il résout un problème qui est l'accès, mais il crée un deuxième problème qui est la qualité de l'enseignement. Exactement. Aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, si l'Ukraine résiste, c'est parce qu'ils ont un capital humain. Vous voyez, ils prennent des bombes, ils modifient ça eux-mêmes parce qu'ils demandent aux Américains, on ne sait pas leur fournir, ils modifient leurs anciennes bombes, ils réutilisent. Comment ils en sont arrivés là? C'est tout simplement en misant sur l'intellect local. Nous apportons une solution efficace en ce qui concerne la qualité de l'enseignement. Nous demandons très sincèrement vraiment un soutien de la part de nos autorités. Premièrement, pour accompagner ces écoles qui bénéficient de la gratuité, mais ne pourront pas s'équiper d'ici 5 ans, 10 ans. Et soyons sincères, il y a des écoles, même 5, 10 ans, ils ne sauront pas s'équiper en matériel. Nous avons cette capacité. Si nous avons un soutien, nous pouvons accompagner ces écoles avec notre programme de bus, notre programme de descente et ainsi de suite. Deuxièmement, pour notre programme d'accompagnement, pour le programme complémentaire, nous demandons à quiconque ou à toute personne de bonne volonté de nous trouver un espace viable, un peu plus grand, et nous allons prendre la charge de l'équiper pour continuer à former cette jeunesse congolaise sur les métiers de l'avenir. Merci beaucoup, M. Doudou. Le message est passé. Madame Niki, avant d'atterrir, une minute, parce qu'on nous fait signe déjà au niveau de la technique. Moi, j'aimerais juste vous féliciter parce que c'est vraiment féliciter ce que vous faites. Et comme je suis en train de le dire, mieux c'est de faire ces suivis, faire les suivis des écoles. Et pour qu'il y ait, parce que si vous devez avoir d'autres élèves pour l'année qui doivent venir, il faut qu'il y ait le résultat de ce que vous avez fait cette année. Et je crois qu'avec les petits moyens, bien que ce n'est pas encore suffisant,
pouvez faire encore grand-chose, parce que c'est un domaine qui est encore vierge pour le moment. Donc, vous pouvez encore apporter beaucoup de choses le jour à venir. Vraiment, je voulais vous féliciter par rapport à ça. Merci beaucoup. Voilà, moi, au fait, je voudrais par l'occasion interpeller vraiment les autorités parce que par rapport à ce qui s'est passé tout récemment, le conclave génie scientifique là, comment de telles intelligences n'ont pas été consultées, n'ont pas été prises en charge. Est-ce que, et comment Makamboya Koteri, ko sélectionné, Batumoko Boye, qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de tout le monde. Les programmes là que M. Doudou a évoqué tout à l'heure, de 145 territoires, c'est un vaste programme et nous aurons besoin de telles intelligences, des gens qui vivent parfois à l'extérieur du pays et qui veulent revenir investir, apporter leur pierre à l'édifice national. Et ce sont des personnes comme ça qui ont besoin d'un accompagnement des autorités. Et je tiens de cette occasion pour faire appel à ces autorités de voir comment faire intervenir de telles personnes et les soutenir. Sans plus tarder, nous disons également merci à toute l'équipe technique tenue par le main de fer avec messieurs André Ndambi, Christian Louzizila au niveau de la caméra et Nathan Louyeye. Et je profite de la même occasion pour dire un grand merci messieurs le CP Tony pour l'accompagnement logistique et financier, parce que si nous sommes là, c'est grâce notamment à lui. Et un merci au directeur Jean-Luc Mouchimpako, à M. Jeff Kanyanya et au directeur John Kaska, et un clin d'œil à Jonathan Luamba, Marcel, toute l'équipe Prime Info précédée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.